ça pour dire que je trouve ça drôle parce que dans l'adaptation de André Muschietti, je sais pas comment on dit, Muschietti, je sais pas. Bref, dans les adaptations de 2017 et 2019, réalisées par Andrés, de base il s'appelle Andrés, mais ensuite il s'est renommé Andy, qui est un espagnol et qui fait de très bons films d'ailleurs, je trouve. Généralement, les films d'horreur espagnols sont quand même assez bons, ou mexicains avec Guillermo del Toro, ce genre de choses. Bref. Et dans cette adaptation, le clown a un énorme front, donc ça me fait beaucoup penser. D'ailleurs, j'arrive à la faire, la tête. Voilà, c'est. Attendez. Ouais, je la fais bien. Et attendez, je peux même refaire une scène du second film. Avec la bougie comme ça, quand il fait Hello. Je suis désolé, c'est complètement ridicule. Euh, Bref. Là, j'ai pris une petite bougie derrière. Je sais pas ce que c'est comme texture. Mais c'est très doux. C'est doux, c'est doux, c'est doux. La bougie s'appelle Léa, du coup, si c'est doux. Voilà, petite blague de merde pour dormir. Et donc oui, voilà, j'ai retapé la cover parce que bon, en vrai, sans cheveux, on dirait pas tant que ça une fille, mais du coup de loin, les gens peuvent penser peut-être que ça ressemble soit à un ballon, soit à la tête de Pennywise du coup. Et bref, et il faut savoir que moi je ne suis pas du tout un grand lecteur. Moi je suis quelqu'un qui regarde plus les films et en soi j'aime bien écrire aussi un petit peu, mais lire c'était vraiment pas mon truc. Et je parle bien au passé parce que ça devait faire quoi, 10 ans, j'avais pas ouvert un bouquin. J'en ai lu pour les cours bien sûr. Et j'en garde plutôt plus ou moins des bons souvenirs, notamment je me rappelle avoir lu, je vais remettre la bougie proche de... Voilà. Je sais pas si c'est une très bonne idée de la mettre sur l'ordinateur, mais bref. Et ah ouais, on voit un petit point de lumière, on dirait une petite étoile, c'est marrant. Donc je disais voilà, je suis quelqu'un qui lit pas spécialement beaucoup. Et je garde plutôt un bon souvenir des Misérables de Victor Hugo, que j'ai lu 2 fois, parce que j'ai eu la même prof. Au collège, j'ai eu, je crois, 3 fois la même prof, qui s'appelait d'ailleurs Madame Amerger. J'aimais beaucoup cette prof. De toute façon, il y a très peu de profs que j'ai pas aimé. J'étais assez bon élève au collège, au lycée, enfin, durant toute ma scolarité. Donc, et j'avais pas mal d'attaches avec certains professeurs. Professeur, j'entends masculin ou féminin, parce que c'est vrai qu'on peut dire professeur maintenant pour les femmes, c'est un peu bizarre. Mais d'ailleurs, c'est marrant, c'est une loi qui est. Enfin, une loi. Une règle de grammaire avec le E à la fin là pour prendre des noms féminins, c'est passé quand j'étais en 5ème justement d'ailleurs. Bon bref. Et je l'ai lu 2 fois parce que je crois que je l'ai lu en 5ème et en 3ème. Bon, la littérature quand même, c'était pas du tout mon truc. Même en fiction, parce que voilà, ce qu'on peut lire au collège et tout, c'était pas hyper intéressant. Enfin, pour moi en tout cas. Et comme je suis quelqu'un, comme vous avez peut-être pu le remarquer, grâce à la dernière vidéo, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les films d'horreur. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer de lire de l'horreur. Et donc, j'ai commencé par lire Carrie, du coup, l'un des premiers romans de Stephen King. Je sais pas si c'est le premier ou pas, parce qu'il me semble qu'il a publié. Enfin, je crois que c'est le premier roman qu'il a écrit, mais peut-être pas. Parce que je suis en train de me demander si Marche ou Crève, qu'il a écrit sous le pseudo de Richard Bachman, je crois, ou Bachman, je crois que c'est Bachman. Je me demande s'il a pas écrit avant Carrie, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est un de ses tout premiers romans. Et j'ai bien apprécié Carrie, qui m'a fait revoir à la hausse d'ailleurs le livre, enfin le film de De Palma. Je trouve l'histoire de Carrie absolument passionnante. Et j'ai toujours été très intrigué par l'histoire de ça aussi. J'aime beaucoup le concept initial d'une ville hantée par une
une présence maléfique qui, au-delà de prendre la forme d'un clown, hante un petit peu toute la ville dans les moindres recoins, que ça soit. Donc en fait, Stephen King, à travers le livre, je vous spoil pas, peut-être pas forcément, après c'est très connu ça, mais puis pour l'instant les adaptations sont très fidèles. Alors je sais pas si c'est très objectif de dire ça, parce que comme j'ai vu les films avant, alors moi je n'ai pas vu le téléfilm des années 80, j'ai commencé à le regarder une fois, mais ça m'a un peu saoulé. Je suis beaucoup plus familier avec les adaptations récentes. Et, euh, et donc du coup, j'ai du mal forcément à me défaire des images que j'ai vues dans le film. Je veux dire, quand il parle de certains personnages, c'est pas quelqu'un qui décrit énormément physiquement ses personnages, Stephen King. Euh, Après, je sais pas, j'ai pas la comparaison avec d'autres écrivains, mais du coup, j'ai du mal à me défaire un petit peu des images des films ça, du coup. Mais du coup, je sais pas, par exemple, quand il va parler de Bill Denbrough, à la fois, je vais voir un mélange de l'acteur qu'il a incarné dans les films, et en même temps, je vais voir un petit peu un autre personnage, je sais pas. Sachant que de base il y a deux bouquins ça, enfin il y en a qu'un, mais en roman de poche il y en a deux, parce que celui-là fait plus de 700 pages et l'autre je crois qu'il fait 300, parce que le bouquin en tout fait 1000 pages, quelque chose, un peu plus de 1000 pages. Et j'ai perdu mon bracelet. Je suis désolé, je regarde beaucoup là parce qu'il y a mon retour ici, mais il faut que je prenne l'habitude de regarder là. Bref. Mais du coup voilà, je me suis laissé tenter par Carrie et c'était pas mal du tout. Donc comme j'aimais beaucoup l'histoire de ça aussi, je me suis dit que j'allais essayer, et c'est très 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 différent. Les deux bouquins sont très différents l'un de l'autre. Mais c'est vraiment un bouquin choral, dans le sens où vraiment Stephen King il se concentre sur une tonne de personnages, même ceux qui sont anodins, même ceux qu'il va citer durant une page, il va se concentrer limite sur toute leur vie et il va vous écrire une backstory ou des. Il va commencer à décrire des, des situations que les personnages ont vécues et qui paraissent un petit peu anodines mais pas forcément importantes pour le récit de base. Et ça apporte énormément de profondeur au récit. Après, c'est peut-être pas forcément pour tout le monde, parce que du coup, si vous voulez vraiment vous concentrer sur le club des ratés, mieux vous regardez les films qui sont beaucoup plus concis et qui se concentrent sur les relations entre les personnages principaux, donc Richie Tozier, Bill Denbrough, Ben, Hanscom, je crois qu'il s'appelle, Beverly Marsh, et j'en passe et des meilleurs, il y a Mike aussi, je crois. Je me rappelle plus de son nom de famille, enfin bon, bref. Mais du coup, c'est un roman qui s'éparpille énormément quand même. Et c'est pas comme dans un film où genre les scènes elles durent 2 minutes et voilà. En fait, moi j'ai l'habitude de, qu'une histoire soit racontée à travers des visuels, enfin à travers une trame audiovisuelle si vous voulez. Donc en fait, le fait de se concentrer autant sur des scènes qui paraissent quelque part si peu importantes à l'avancement du récit, ça m'a beaucoup perturbé au début. Mais en même temps, c'est ce que je recherchais aussi, un petit peu plus de profondeur, parce que je trouve qu'il y a des films qui prennent beaucoup leur temps, puis qui prennent le temps voilà, de développer leurs personnages, et il y en a d'autres, vraiment ça va à 120 à l'heure, et ça survole un petit peu les propos initiaux, on va dire, ou la caractérisation des personnages, et je trouve ça quand même important. Et du coup, voilà, c'est quand même intéressant de voir une autre manière d'écrire quelque part et de représenter l'histoire, en tout cas en l'occurrence de ça. Mais peut-être que je vais vous lire un petit passage. D'abord, on va lire le quatrième de couverture. Stephen King, ça 1. Enfants dans leur petite ville de Derry, Ben, Eddie, Richie et la bande du Club des Ratés, comme ils se désignent, ont été confrontés à l'horreur absolue. Ça, cette chose épouvantable, tapie dans les égouts et capable de déchiqueter vif un garçonnet de 6 ans. 27 ans plus tard, 27 ans plus tard, l'appel de l'un
réunis sur les lieux de leur enfance, car l'horreur de nouveau se déchaîne, comme si elle devait de façon cyclique et régulière frapper la petite cité. Entre le passé et le présent, l'enfance et l'âge adulte, l'oubli des terreurs et leur insoutenable retour, l'auteur de Shining nous convie à un fascinant voyage vers le mal, avec l'une de ses œuvres les plus amples et les plus fortes. Désolé, j'ai du mal à lire dans le noir, et puis, parce que bon, c'est quand même écrit en tout petit. Et puis, j'ai pas du tout l'habitude de lire à haute voix, ça me rappelle vraiment les séances de lecture au collège, justement, où des fois, je prenais la parole pour lire. Parce que moi, je sais pas vous, mais je pense que la plupart des gens font comme ça, quand ils lisent des livres, ils les lisent dans leur tête. Enfin, moi, je trouve ça tellement plus facile. C'est bizarre, mais là, je pourrais pas vous dire ce que je viens de raconter. Genre, quand je lis à haute voix, je ne retiens pas du tout, quelque part, je ne consomme pas du tout, je n'entends pas du tout ce que je lis. Quand je lis comme ça, c'est vraiment pour à haute voix, c'est vraiment pour les autres, parce que je retiens pas ce que je lis. Je sais pas si ça vous fait la même chose pour vous. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai une petite lumière ici, je peux plus ou moins gérer la. Peut-être qu'on me voit mieux comme ça. Ouais, mais le but, c'est que je voulais qu'il fasse un peu sombre. On peut jouer un petit peu avec. Tu vas dormir ce soir. Tu vas dormir ce soir. Tu vas dormir ce soir. Ouais. J'espère que vous m'entendez bien en tout cas. Vous n'êtes pas sans savoir que dans un peu moins d'un mois, c'est Halloween. Je crois que c'est l'une de mes périodes favorites de l'année avec l'été. En fait, ça dépend un peu. Parce que l'été, des fois, ce qui me perturbe, c'est qu'il y a cette espèce d'ambiance festive constante qui est très agréable. Mais lorsque des fois vous n'êtes pas dans ce mood de faire la fête ou d'aller dehors ou ce genre de choses, que vous êtes un peu cloîtré chez vous et qu'il y a cette ambiance festive qui vous nargue un peu en vous disant oh là là, mais écoute les autres sortir, écoute les autres aller à la fête foraine, écoute les autres aller à la plage jusqu'à minuit, 1h du matin. C'est un peu. Il y a un espèce de contraste un petit peu qui se crée, qui est un peu embêtant, je trouve. Mais ça dépend de la personnalité de tout un chacun, bien évidemment. Et puis il y a un truc bête par rapport à l'été, mais ce que je trouve un peu contraignant. L'été, c'est qu'il fait chaud, et il y a quelque chose que. Enfin, logique. Mais il y a un truc que j'aime pas vraiment, c'est genre. Moi, généralement, quand je sors, moi personnellement je prends ma douche le matin avant de faire toute activité ou avant de sortir. Et en fait ça m'insupporte de prendre ma douche et d'être propre et genre de sortir genre même pas 5 minutes après être sorti, je suis déjà en sueur ou je me sens tout collant et je déteste cette sensation, en particulier après avoir pris la douche. Après toute une journée de boulot et tout, je comprends, c'est normal d'être un peu crade, mais juste après être s'être lavé et avoir été tout propre et tout, avoir fait en sorte de sentir bon et tout, et d'un coup, hop, tu te mets à suer tellement il fait genre 35-40, bon ça dépend où est-ce que vous habitez aussi, moi j'habite dans le sud de la France, donc il fait chaud. Alors que, et puis un truc bête aussi en été, vous avez beau retirer des couches de vêtements, au bout d'un moment vous êtes obligé d'en garder sur vous. Genre limite vous mettez short débardeur pour les hommes ou même pour les filles c'est pareil finalement, mais au bout d'un moment vous pouvez pas retirer des couches même si vous avez encore très chaud, alors qu'à l'inverse en hiver quand vous avez froid vous pouvez ajouter le maximum de couches que vous voulez, donc c'est quand même un peu plus avantageux quelque part. Ouais, mais d'ailleurs j'ai vu donc oui je parlais d'Halloween et c'est une période de l'année que je trouve hyper intéressante. Je sais pas pourquoi j'aime beaucoup cette vibe où en fait j'aimerais bien que le Halloween ça dure genre
près d'un mois en fait, au-delà que ça dure. Bon après, quand vous allez dans les magasins et tout, vous voyez que j'ai fait le plus gros screamer du monde. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Quand vous allez dans les magasins de costumes et tout, ouais, là vous voyez qu'il y a l'ambiance d'Halloween et tout, un mois en avance. Mais dehors, dans la ville, je veux dire, vous voyez pas les citrouilles ou les décorations. En fait, les décorations, tout ça. Enfin, les gens commencent à habiller un petit peu leur maison, même pas quelques jours avant Halloween, voire à Halloween le jour même, le 31, quoi. Alors, je sais qu'aux États-Unis, c'est une fête qui est beaucoup plus banalisée. Et qu'en France, on fait ça un peu vite fait. Mais ouais, à Halloween, c'est quand même un peu plus dément ce qui se passe. Mais en fait, j'adore cette ambiance de spooky en fait, où on célèbre un petit peu la mort d'une manière générale, mais sans parler de la mort. Pour moi, au-delà de ça, on célèbre un peu l'horreur en fait quelque part. Et j'aime bien la manière qu'on a de un peu démocratiser et contrôler cette horreur-là, parce qu'en fait, on vit un peu dans un monde où il y a beaucoup d'horreur, que ce soit les guerres, les kidnappings, enfin bref, tout ce qu'il y a de plus horrible. On vit dans un monde quand même assez violent. Et je dis pas ça en mode aujourd'hui c'est plus violent qu'avant, non, je pense que le monde a toujours été très violent, ça fait partie de la nature en fait d'être violent. Je dis pas que c'est bien, je dis juste que ça fait partie de la nature. Et c'est notamment ce que j'adore dans les films d'horreur, c'est qu'on conjure un petit peu toute la violence ou toute la haine qu'on peut avoir en nous en regardant ce genre de film. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant de. Vous savez, il y a ce fameux phénomène où il y a beaucoup de gens qui sont à fond sur des tueurs en série ou ce genre de choses. Il y a des fois presque des fétichismes qui en ressortent, qui en résultent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont attirés par ce qui leur fait peur. C'est pour ça qu'on va voir des films d'horreur. Et moi, je vais voir des films d'horreur, mais la vérité, c'est que j'ai pas peur lorsque je vais les voir. Mais je vais quand même voir des films où il y a beaucoup d'hémoglobine, où il y a des histoires de meurtre, machin. Et il y a des gens qui peuvent pas regarder ça. Et à l'inverse, même, il y a des gens qui ont très peur en regardant ça, mais qui y vont quand même. C'est plus ou moins le même principe lorsque les gens regardent du torture porn. Vous savez, ce sous-genre de l'horreur où c'est purement de la violence graphique et le but c'est de tester un petit peu la capacité du spectateur à regarder ce genre d'horreur graphique et viscérale et moi ce que j'aime pas trop avec ce type d'horreur c'est que ça touche non pas aux émotions mais juste c'est ça touche à une réaction presque automatique, vous voyez ce que je veux dire, genre c'est comme les screamers, vous savez, les screamers c'est un phénomène qui est déclenché en fonction de notre capacité à ressentir de la peur, c'est-à-dire que d'un coup il va y avoir un son fort ou une image très 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 frappante, très effrayante, et c'est encore une fois c'est basé sur le contraste, c'est-à-dire que vous allez avoir zéro son et d'un coup vous allez avoir un son horrible, vous allez avoir zéro image et d'un coup vous allez avoir une image horrible, et donc la première réaction de votre système nerveux, de votre cerveau, c'est de fuir quand il a peur. C'est pour ça qu'on bondit sur notre siège, c'est qu'en fait on est en train de fuir la menace. C'est une réaction instinctive en fait. C'est pareil lorsque vous avez peur dans le noir la nuit, c'est dû à une réaction aussi ancestrale en fait et primaire, un petit peu animale, parce que nos ancêtres ils avaient peur du noir parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient se faire bouffer, ou simplement parce qu'ils avaient plus de mal à anticiper la menace aussi, hein, forcément. Bref. Et c'est pour ça que je trouve ce type d'horreur un peu facile, que ce soit les screamers et en particulier le torture porn. Ça touche pas, en fait, c'est pas une horreur qui touche aux émotions, je trouve. C'est pas une horreur un peu métaphysique, si je puis dire. C'est une horreur qui touche juste à votre. Qui touche juste à votre. Encore une fois, à votre système de défense, en fait. Et du coup, je trouve ça moins intéressant, forcément. Notamment parce que. On a dans notre cerveau ce qu'on appelle les neurones miroirs, je crois. Et c'est-à-dire que lorsqu'on va regarder quelque chose, par exemple, je sais pas, je regarde quelqu'un faire de l'ASMR et manger un burger,
il va y avoir ces neurones qui vont activer en fait les mêmes zones euh, qui seraient activées si je mangeais un burger. C'est-à-dire que quand je regarde quelqu'un faire quelque chose, le cerveau a indéniablement l'impression que notre corps fait la même chose. Et donc c'est pour ça que lorsque vous regardez un film d'horreur par exemple très violent et qu'on voit quelqu'un, je sais pas, se faire couper un bras par exemple, vous allez avoir, c'est une espèce d'empathie extrême qui va se former, vous allez avoir presque l'impression que votre bras se coupe aussi. Mais du coup ce qui rassure beaucoup les gens, et c'est ce qui plaît je pense dans cette espèce de, de, de test un petit peu, ce qui plaît un peu là-dedans c'est justement, encore une fois c'est de tester sa capacité à résister à ça. Mais au-delà de ça, c'est en fait ça rassure votre organisme et mentalement ça vous rassure aussi parce que vous ressentez la peur de mourir ou la peur de souffrir. Vous avez l'impression de ressentir ça, mais en fait après vous avez toutes les hormones qui sont procurées par ça, donc l'adrénaline, je sais pas, l'ocytocine, enfin bref, la dopamine, plein de choses. Je m'y connais pas vraiment en hormones, mais bon, bref. Mais en fait après votre corps se relaxe parce qu'il sait consciemment que vous n'avez pas vraiment mal en fait. Et donc c'est une manière de ressentir des sensations extrêmes sans les subir, ou sans avoir de conséquences particulières, en tout cas des conséquences sur le court terme. C'est une forme de... C'est exactement comme un manège à sensations. Vous avez l'impression que vous êtes en train de tomber, que vous êtes en train de vivre un accident, parce que ça ressemble plus ou moins à des accidents de voiture ou à des chutes mortelles, ce genre de choses. Mais encore une fois, vous ressentez toutes ces sensations-là tout en étant en sécurité, parce que vous êtes attaché, parce que vous savez bien que vous n'allez pas mourir. Et tout est fait pour que vous ressentez les sensations. Et donc les films d'horreur, c'est un peu la même chose finalement. C'est se dire, allez tenez, on va dans un train fantôme et je vous emmène dans les tréfonds de la psyché humaine et, euh, et on va voir votre capacité à résister à de l'horreur, qu'elle soit mentale, psychologique, physique, entre autres. Mais comme je vous dis, moi je suis pas fan de l'horreur qui touche un petit peu juste au physique, c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Surtout quand c'est que ça, quoi. Mais voilà, du coup, j'aime bien lorsque tout le monde, un petit peu sans s'en rendre compte, célèbre un petit peu l'horreur un peu spooky, un peu goofy, genre les citrouilles, les fantômes, les machins. Je trouve ça juste hyper intéressant de voir que tout le monde d'un coup célèbre un petit peu tout ça et qu'on en fasse plutôt une fête un peu drôle et marrante plutôt que voilà toute l'année ou le restant de l'année on est là à regarder enfin on est là à surdramatiser peut-être un petit peu ce genre d'horreur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je suis pas très très clair, mais en fait ce que j'aime bien comment on rapporte en fait l'horreur au fantastique en fait durant cette période de l'année. Je trouve ça hyper intéressant et j'aimerais bien que ça dure plus longtemps, j'aimerais bien que ça dure tout le mois ou tout pendant qu'un mois on parle que de fantômes, de sorcières, de clowns tueurs et tout. Enfin je sais pas, je trouve l'ambiance folle en fait avec l'automne et tout. Enfin puis l'histoire de la chasse au bonbon et tout, c'est je sais pas, il y a une ambiance presque je vais pas y arriver, euh, non descriptible, on va dire. Voilà, je sais pas si c'est très français, mais du coup, je vais peut-être essayer de vous lire une petite partie de ça, du coup. Hmm. Ok. Alors, je crois que c'est le troisième chapitre du livre. C'est parti. Il courait donc à la poursuite de son bateau du côté gauche de Witcham Street aussi vite qu'il le pouvait. Mais le bateau prenait de l'avance, car l'eau dévalait plus vite encore. Son grognement allait en s'amplifiant, et il s'aperçut qu'à une cinquantaine de mètres en contrebas, elle quittait le caniveau pour
cascader dans un conduit d'urgence que l'on n'avait pas encore refermé. Il formait un grand demi-cercle obscur sur le bord du trottoir et, alors que Georgie regardait dans cette direction, une branche dépouillée à l'écorce noire et luisante comme une peau de phoque s'engouffra dans sa gueule. Elle y resta accrochée un instant avant d'y disparaître. C'était là que se dirigeait son bateau. « Oh merde et merdouille !» s'écria-t-il consterné. Il accéléra le pas et crut pendant quelques secondes pouvoir rattraper le bateau. Mais l'un de ses pieds glissa sur quelque chose et il alla s'étaler, s'écorchant le genou avec un cri de douleur. De ce nouvel angle au ras du sol, il vit l'embarcation tourner 2 fois sur elle-même. Momentanément, prisonnière d'un tourbillon, puis disparaître. « Merde et merdouille !» cria-t-il de nouveau, frappant la chaussée du poing. Il se fit mal et les larmes lui vinrent aux yeux. Quelle stupide façon de perdre le bateau. Il se releva et s'approcha de la bouche d'égout. Il mit son bon genou à terre et regarda à l'intérieur. L'eau faisait un grondement creux et s'enfonça dans les ténèbres, un bruit de maison hantée qui lui rappelait. Un cri étranglé sortit de sa gorge et il sursauta. Deux yeux jaunes le regardaient de là-dedans, des yeux comme ceux qu'il avait imaginés le guettant dans la cave sans jamais les voir. C'est un animal, pensa-t-il de manière incohérente. C'est tout ce que c'est, un animal, tout bêtement un chat qui a été emporté là-dedans. Il était cependant prêt à s'enfuir en courant. Il allait s'enfuir en courant dans 2 secondes, quand ses mécanismes mentaux auraient digéré le choc produit par ses 2 yeux jaunes et luisants. Il sentait la surface rugueuse du macadam sous ses doigts ainsi que l'eau froide qui les contournait. Il se vit se relever et battre en retraite, et c'est à cet instant qu'une voix agréable au ton raisonnable lui parla depuis la bouche d'égout. « Salut, Georgie » fit-elle. Georges se pencha de nouveau. Il n'en croyait pas ses yeux, c'était comme dans un conte de fées, ou comme dans ces films où les animaux parlent et dansent. Il aurait eu 10 ans de plus, il serait resté incrédule, mais il n'en avait que 6 et non 16. Un clown se tenait dans les égouts. L'éclairage n'y était pas fameux, mais néanmoins suffisant pour que Georges Denbrough n'ait aucun doute sur ce qu'il voyait. Un clown comme au cirque ou à la télé. Un mélange de Bozo et Carabelle, celui ou celle que Georges n'était pas sûr. Celui, entre parenthèses, ou celle, Georges n'était pas sûr, qui partait à coups de trompe dans les émissions du dimanche matin. Le visage du clown était tout blanc. Il avait 2 touffes marrantes de cheveux rouges de chaque côté de son crâne. Chauve et un énorme sourire clownesque peint par-dessus sa propre bouche. Il tenait d'une main un assortiment complet de ballons de toutes les couleurs, comme une corne d'abondance pleine de fruits mûrs. Et dans son autre main se trouvait le bateau en papier journal de Georges. « Tu veux ton bateau, Georgie ?» fit le clown avec un sourire. Georges lui sourit à son tour, il ne put s'empêcher. C'était le genre de sourire auquel on ne pouvait faire autrement que de répondre « Oui, bien sûr, je le veux. »« Bien sûr, je le veux, » fit le clown en riant. « Voilà qui est bien dit, très bien dit. Que penserais-tu d'un ballon ?»« Eh bien, oui. » Il tendit une main hésitante, puis se reprit. « Je ne dois pas prendre des choses que me donnent des étrangers. C'est ce que papa m'a dit. » Ton papa a parfaitement raison, admit le clown du fond de son égout, toujours souriant. Comment ai-je pu croire, se demandait Georges, qu'il avait eu des yeux jaunes. Ils étaient d'un bleu brillant et pétillant comme ceux de sa mère ou de Bill. Parfaitement raison, c'est pourquoi je vais me présenter. Georgie, je m'appelle Monsieur Babougré, aussi connu sous le nom de Gripsou le clown cabriolant. Gripsou, je te présente Georges Denbrough. Georges, je te présente Gripsou. Eh bien voilà, nous ne sommes plus des étrangers l'un pour l'autre, pas vrai ? Georges pouffa. C'est vrai. Il tendit de nouveau la main et de nouveau la retira. Comment t'es descendu là-dedans ? La tempête nous a balayés, moi et tout le cirque, répondit Gripsou. Ne sens-tu pas l'odeur du cirque, Georgie ? Georgie se pencha. Ça sentait les cacahuètes criaient, et le vinaigre, ce vinaigre blanc que l'on verse sur les frites d'une bouteille avec un petit trou. Ça sentait aussi la barbe à papa et les beignets frits tandis que montait, encore léger, ma main, prenant à la gorge l'odeur des déjections des bêtes fauves.
sans oublier celle de la sciure, et cependant en dessous flottaient les senteurs de l'inondation, des feuilles en décomposition et de tout ce qui grouillait dans l'ombre de l'égout, odeur d'humidité et de pourriture, l'odeur de la cave. Mais les odeurs du cirque étaient plus fortes. Tu parles si je les sens, s'exclama-t-il, pardon. Tu veux ton bateau, Georgie demanda Gripsou. Tu n'as pas l'air d'y tenir tant que ça, ajouta-t-il en le soulevant avec un sourire. Il était vêtu d'un ample vêtement de soie fermé d'énormes boutons orange, une cravate d'un bleu électrique éclatant pendait à son cou, et il avait de gros gants blancs comme ceux que portent toujours Mickey et Donald. Si j'y tiens, dit George, toujours penché sur l'égout. Veux-tu aussi un ballon? J'en ai des rouges, des verts, des bleus, des jaunes. Est-ce qu'il flotte? S'il flotte, le sourire du clown s'élargit. Et comment? J'ai aussi de la barbe à papa. George tendit la main. Le clown la lui prit. Et George vit changer le visage de Gripsou. Ce qu'il découvrit était si épouvantable qu'à côté ses pires fantasmes sur la chose dans la cave n'étaient que des féeries. D'un seul coup de patte griffue, sa raison avait été détruite. Il flotte, chantonna la chose dans l'égout d'une voix qui se brisa en un rire retenu. Elle maintenait George d'une prise épaisse de pieuvre, puis elle l'entraîna dans l'effroyable obscurité où grondaient et rugissaient des eaux, emportant leur chargement de débris vers la mer. George détourna tant qu'il put la tête des ultimes ténèbres, et se mit à hurler dans la pluie, et à hurler inconsciemment au ciel blanc d'automne qui faisait ce jour-là, comme un couvercle au-dessus de Derry. Des cris suraigus perçants, qui tout au long de Witcham Street précipitèrent les gens à leurs fenêtres ou sous leurs porches. Il flotte, gronda la voix. Il flotte, Georgie. Et quand tu seras... je vais y arriver. Pardon, excusez-moi. Il flotte, gronda la voix. Il flotte, Georgie. Et quand tu seras en bas avec moi, tu flotteras aussi. C'est un bon exercice, lire à haute voix. L'épaule de George vint buter contre le rebord en ciment du trottoir, et Dave Gardner, resté chez lui à cause de l'inondation au lieu d'aller travailler, comme d'habitude, au showboat, ne vit qu'un petit garçon en ciré jaune qui hurlait se tordait dans le caniveau tandis que l'eau boueuse et écumante transformait ses cris en gargouillis. Tout flotte en bas, murmura la voix pourrie et ricanante. Puis il y eut un soudain bruit affreux d'arrachement, une explosion d'angoisse, et George Denbrough perdit connaissance. Dave Gardner fut le premier sur place. Il arriva à peine 45 secondes après le premier cri, mais George était déjà mort. L'homme le saisit par le ciré et le tira dans la rue, et commença lui-même à crier quand le corps de l'enfant se retourna entre ses mains. Le côté gauche du ciré était maintenant d'un rouge éclatant. Du sang coulait dans l'égout depuis le trou déchiqueté où se trouvait autrefois le bras gauche des os emmêlés, horriblement brillants, dépassés du vêtement déchiré. Les yeux de l'enfant étaient grands ouverts sur le ciel blanc, et tandis que Dave se dirigeait d'un pas incertain vers ceux qui arrivaient, courant en désordre dans la rue, ils commencèrent à se remplir de puits. Voilà. C'est l'une des scènes les plus connues du roman, je pense. Le premier meurtre de... Alors, je crois que le roman se passe en 1952, en tout cas quand ils sont jeunes. Et donc c'est en octobre, il me semble que Georgie décède et signe le retour de ça, du coup, qui apparaît à peu près tous les 27 ans. Et donc c'est là que commence l'histoire, parce que le protagoniste, on va dire plus ou moins, enfin le protagoniste pas tant que ça, mais Bill Denbrough du coup perd son petit frère et va être traumatisé par ça durant le restant de sa vie. Mais tous les personnages sont traumatisés par les événements qu'ils ont vécu durant l'été 1952 à Derry. Et pour l'instant le roman est très bien, franchement. Mais c'est quelque chose aussi de lire à haute voix. Peut-être que on se rend peut-être aussi un petit peu plus compte de la scène, c'est pas mal. Ok, je crois que j'en ai fini avec cette vidéo, ça fait déjà 37 minutes. J'espère que... On sait qu'on va éteindre la lumière. Est-ce qu'on me voit là? Ah ouais. J'espère que vous avez apprécié la vidéo.
une nouvelle vidéo sur la chaîne.